Carthage, Texas, une petite ville de province où tout le monde connaît tout le monde et où l'église, le club social et les pompes funèbres locales sont le centre de la vie communautaire. C'est là que, en 1997, une découverte à l'intérieur d'un congélateur domestique allait choquer non seulement la ville, mais le pays tout entier. Et le plus surprenant n'a pas été la découverte elle-même. Ce fut la réaction de la ville en apprenant qui en était responsable. Avant de commencer, dites-nous en commentaire, avez-vous déjà connu quelqu'un de si aimé, de si gentil aux yeux de tous, qui vous semblait impossible de l'imaginer capable de commettre un crime? Gardez cette pensée en tête, elle sera essentielle pour comprendre cette affaire. Marjorie Nugent, que tout le monde appelait simplement Marge, avait 81 ans et était, sans conteste, l'une des femmes les plus riches de Carthage. Elle avait bâti sa fortune aux côtés de son mari, qui avait fait fortune dans le pétrole et la banque dans la région. Quand le mari de Marge décéda, en 1990, elle se retrouva seule, une veuve âgée, réservée, avec une réputation parmi les habitants d'être une femme difficile, exigeante, selon certains voisins, plutôt rigide dans ses relations personnelles. Elle avait un fils, mais la relation entre eux était distante, marquée par des désaccords accumulés au fil des années. Marge vivait isolée dans sa grande maison, entourée de confort matériel, mais avec peu de compagnie réelle. Et c'est exactement à ce moment de solitude qu'un homme allait entrer dans sa vie, un homme que toute la ville adorait. Bernie Tiede avait un peu plus de 30 ans et travaillait comme directeur adjoint dans une entreprise de pompes funèbres locale. Mais Bernie n'était pas seulement un employé compétent, il était, sans exagération, l'une des figures les plus aimées de toute la ville. Il chantait dans la chorale de l'église méthodiste. Il participait activement au théâtre communautaire, toujours dans des rôles principaux dans les pièces et comédies musicales locales. Il rendait visite aux familles endeuillées des semaines après les funérailles, simplement pour prendre de leurs nouvelles. Il conduisait dans la ville dans sa voiture, toujours bien habillé, souriant et saluant tout ce qu'il croisait. Ce n'était pas une simple sympathie superficielle. Les habitants de Carthage lui faisaient réellement confiance, appréciaient sa compagnie et le considéraient comme gentil, attentionné, surtout quelqu'un de bon cœur. C'est lors des funérailles du mari de Marge, en 1990, que Bernie rencontra la veuve. Dans le cadre de son travail, il aida à organiser toute la cérémonie et, ce faisant, commença à construire une relation de proximité avec cette femme récemment endeuillée. Ce qui allait se passer ensuite allait surprendre toute la ville. Dans les mois qui suivirent les funérailles, Bernie continua de rendre visite à Marge régulièrement, comme il le faisait d'ailleurs avec plusieurs veuves de la ville, leur offrant compagnie et réconfort. Mais avec Marge, la relation évolua différemment. Les deux devinrent des compagnons pratiquement inséparables. Il l'accompagnait à ses rendez-vous, s'occupait de ses affaires financières et passait des heures en sa compagnie chaque jour. Il y avait plus de 40 ans d'écart entre eux. Malgré cela, des habitants de la ville rapportent les avoir vus main dans la main en public, quelque chose que Bernie expliquait comme nécessaire, puisque, selon lui, Marge avait du mal à marcher en gardant son équilibre. À un moment donné, ils partirent même ensemble en croisière internationale. Une expérience que le défunt mari de Marge, selon des proches, n'avait jamais voulu vivre avec elle. Bernie et Marge partagèrent même la même cabine pendant le voyage. Des rumeurs commencèrent à circuler dans toute la ville. Certains se demandaient s'il s'agissait d'une relation romantique. D'autres disaient que Bernie profitait en réalité de la solitude et de la fortune de cette femme âgée. En 1991, peu après être devenus inséparables, Marge prit une décision qui allait surprendre et plus tard choquer toute la famille. Elle modifia son testament, retirant son fils unique en tant qu'héritier et laissant toute sa fortune, estimée à environ 10 millions de dollars, directement à Bernie Tiede. Si vous trouvez déjà cette histoire troublante, attendez de voir le prochain chapitre. Laissez un like pour que nous continuions. En 1993, Bernie prit une décision qui allait sceller son destin. Il quitta définitivement son emploi aux pompes funèbres pour devenir l'assistant personnel, le gestionnaire financier et le compagnon de voyage de Marge à temps plein. À partir de ce moment-là, pratiquement tous les aspects de la vie de Marge passèrent entre les mains de Bernie. Il contrôlait ses finances. Il organisait son emploi du temps. Il s'occupait de ses propriétés et de ses investissements. Selon des proches de la famille, Bernie aurait, au fil des années, progressivement éloigné Marge de ses vieux amis, des connaissances de son défunt mari et même de membres de sa propre famille, l'isolant de plus en plus et concentrant toute l'influence sur elle entre ses propres mains. Pendant ce temps, pour le reste de la ville de Carthage, l'image publique restait intacte. Bernie continuait d'être cet homme généreux et attentionné, toujours prêt à aider, toujours souriant, toujours à prendre soin des autres, y compris de cette veuve difficile que presque plus personne en ville ne supportait. Une question pour vous. Jusqu'à ce point de l'histoire, pensez-vous que Bernie prenait réellement soin de Marge ou voyez-vous déjà des signes de manipulation?
Laissez votre avis en commentaire. Nous reviendrons sur cette question à la fin. En novembre 1996, quelque chose changea de façon irréversible dans cette maison. Selon les propres aveux de Bernie, fait plus tard à la police, il aurait prétendu que la relation avec Marge était devenue extrêmement épuisante, la décrivant comme une femme contrôlante et émotionnellement abusive envers lui. Le 19 novembre 1996, dans la résidence qu'il partageait à Carthage, Bernie tira sur Marjorie Nugent à 4 reprises, dans le dos, à l'aide d'une carabine calibre .22. Après le crime, il prépara le corps avec le soin technique de quelqu'un ayant travaillé des années comme directeur de pompes funèbres et le plaça dans un grand congélateur domestique habituellement utilisé pour conserver des aliments, le dissimulant sous des paquets de maïs congelés, de noix et d'autres produits d'épicerie courants. Ce congélateur resterait fermé pendant près de 9 mois. Ce qui se passa dans les mois suivants est peut-être la partie la plus troublante et en même temps la plus fascinante de toute cette affaire. Bernie continua de vivre normalement. Il continua d'aller à l'église. Il continua de participer au théâtre communautaire. Il resta, aux yeux de tout Carthage, le même homme gentil et généreux qu'avant. Et il commença à dépenser l'argent de Marge. Pas discrètement ou en cachette, bien au contraire. Il distribuait des cadeaux généreux à ses amis. Il faisait des dons à des groupes religieux et académiques de la région. Il finançait des activités communautaires. Il achetait des voitures à des connaissances. Toute la ville profitait, directement ou indirectement, de la générosité soudaine de Bernie, sans que personne ne se demande d'où venait exactement tout cet argent, ni pourquoi Marjorie Nugent, la femme la plus riche de la ville, avait complètement disparu de la circulation. Quand on lui demandait des nouvelles de Marge, Bernie avait toujours une explication toute prête. À un moment, il dit qu'elle rendait visite à un parent. Puis il changea d'histoire. Il prétendit que Marge avait fait un AVC et était hospitalisée en convalescence dans un hôpital d'une autre ville du Texas. Personne ne vérifia cette information. Personne n'insista. Pouvez-vous imaginer vivre à côté d'un secret aussi énorme, tout en poursuivant votre routine normale comme si de rien n'était? C'est exactement ce genre de contradiction psychologique qui rend cette affaire si étudiée encore aujourd'hui. Pendant que Bernie poursuivait sa vie à Carthage, le fils de Marge, qui vivait dans une autre ville du Texas et travaillait comme médecin pathologiste, commença à s'inquiéter sérieusement de l'absence de contact avec sa mère. Les appels restaient sans réponse. Les lettres ne recevaient aucun retour. Et les explications qui venaient de Bernie devenaient, à chaque fois, plus vagues et incohérentes. Déterminé à découvrir ce qui se passait, le fils de Marge décida de se rendre à Carthage, accompagné de sa propre fille, la petite fille de Marge, avec l'intention de confronter directement la situation. Avec des autorités locales, ils se rendirent à la résidence que Marge partageait avec Bernie depuis des années. C'est là, dans cette maison, qu'il découvrit enfin la vérité cachée depuis près de 9 mois entiers. À l'intérieur du grand congélateur domestique de la cuisine, dissimulé sous des couches d'aliments congelés, se trouvait le corps de Marjorie Nugent. La nouvelle se répandit dans Carthage comme un feu de forêt. Des journalistes de tout le pays se mirent à suivre l'affaire, attirés par l'étrangeté de la situation. Une femme riche, disparue pendant des mois, retrouvée morte dans son propre congélateur, tandis que le principal suspect continuait de vivre tranquillement en ville, participant à des événements communautaires et traité avec affection par presque tout le monde autour de lui. Interrogé par les autorités, Bernie tenta d'abord de construire une nouvelle histoire, prétendant que Marge avait été enlevée. Mais, face aux preuves qui s'accumulaient, il finit par avouer le crime aux autorités policières. Voici le moment le plus choquant et, en même temps, le plus révélateur de toute cette affaire. Même après ses aveux, une grande partie de la ville de Carthage resta du côté de Bernie. Des habitants donnaient des interviews à la presse nationale, disant des choses comme « C'est la personne la plus gentille que nous ayons jamais connue. Il a un cœur d'or. Tout le monde à Carthage l'aimait. » Pendant ce temps, presque personne en ville ne semblait véritablement pleurer la mort de Marjorie Nugent. Question directe pour vous. Trouvez-vous juste que la sympathie publique envers quelqu'un puisse influencer la façon dont un crime est jugé? Laissez votre réponse en commentaire, cette question sera centrale plus loin dans cette histoire. Face à l'énorme popularité de Bernie à Carthage, les autorités chargées de l'accusation craignirent qu'il soit impossible de réunir un jury véritablement impartial dans la ville même. Pour cette raison, le procès fut transféré dans un autre comté du Texas. Le procureur en charge de l'affaire se montra inflexible. Indépendamment de la popularité de Bernie et de l'impopularité de Marge parmi les habitants, un crime avait été commis et la justice devait suivre son cours normal. Au cours du procès, il fut établi que Bernie s'était approprié une somme importante de la fortune de Marge, des millions de dollars, utilisant son argent pour financer sa vie et sa générosité publique, tout en cachant son corps depuis des mois.
L'accusation soutint que le mobile du crime était clairement financier. Bernie craignait que sa gestion de l'argent de Marge ne soit un jour découverte et remise en question, et voyait dans sa mort et dans le contrôle total sur la fortune héritée la solution définitive à ce problème. La défense, de son côté, construisit un récit complètement différent. Il décrivit Marge comme une femme amère, contrôlante et émotionnellement abusive, qui aurait, au fil des années, délibérément éloigné amis et proches par son tempérament difficile, et que Bernie aurait agi dans un moment d'effondrement émotionnel après des années de maltraitance psychologique. En 1999, après avoir entendu toutes les preuves, le jury déclara Bernie Tiede coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à la prison à perpétuité. Et, avec cette sentence, l'histoire de Bernie Tiede et Marjorie Nugent semblait être arrivée à son dernier chapitre. Mais ce n'était pas le cas. Plus d'une décennie après la condamnation, en 2011, un réalisateur texan sortit un film basé directement sur cette affaire, une comédie dramatique qui dépeignait Bernie comme un personnage sympathique et Marge comme une caricature presque comique de femme amère et insupportable. Le film attira une énorme attention nationale sur l'affaire, ravivant l'intérêt du public pour l'histoire, surtout générant une sympathie croissante envers Bernie Tiede lui-même, désormais présenté au public comme presque une victime des circonstances. Une avocate, marquée par un long reportage d'investigation sur l'affaire, décida de se rapprocher de Bernie en prison. Au cours de ses visites, elle découvrit, parmi les effets personnels récupérés chez Bernie au moment de son arrestation initiale, quelques livres sur les abus sexuels sur enfants. Après plusieurs conversations, Bernie avoua à l'avocate qu'il avait été abusé sexuellement dans son enfance par un oncle. Des experts suggérèrent plus tard qu'il aurait agi lors d'un épisode dissociatif, déclenché par le comportement abusif de Marge, qui aurait ravivé d'anciens traumatismes de son enfance. Cette nouvelle information poussa l'avocate à introduire un recours légal, affirmant que les droits constitutionnels de Bernie avaient été violés lors du procès initial, puis ces informations n'avaient jamais été correctement prises en compte. Et c'est là que cette histoire prend un tournant que personne n'attendait. Sur la base de ce recours, la justice du Texas décida, en 2014, d'accorder à Bernie une nouvelle audience pour réévaluer sa peine. Entre-temps, il fut libéré sous caution après 17 ans d'incarcération. L'une des conditions de sa libération fut de résider temporairement dans la maison d'hôte du réalisateur même du film consacré à son histoire, le même cinéaste qui avait dépeint Bernie de façon si favorable à l'écran. La presse nationale couvrit cette libération comme une sorte de fin heureuse, présentant souvent Bernie comme une victime injustement traitée par le système judiciaire initial. Pour la famille de Marjorie Nugent, en particulier sa petite-fille, devenue avocate et qui avait suivi de près toute la procédure initiale, cette couverture fut dévastatrice. Selon elle, presque tout le récit public, tant celui du film que celui de la nouvelle couverture médiatique, avait été construit en n'écoutant que le point de vue de Bernie, sans aucun véritable contrepoids de la part de la famille de la victime. La famille décida alors de s'impliquer activement dans la procédure, engageant sa propre représentation légale pour s'assurer que la voix de Marge ne soit pas réduite au silence. Pensez-vous que la célébrité et la sympathie publique devraient peser d'une quelconque manière sur la façon dont la justice traite un crime avéré? Laissez votre avis, car c'est exactement la question à laquelle un nouveau jury allait devoir répondre. En avril 2016, près de 20 ans après le meurtre original, un nouveau procès s'ouvrit cette fois, consacré exclusivement à déterminer la peine appropriée pour Bernie Tiede. Pendant 3 semaines, les jurés entendirent les arguments des deux parties. L'accusation apporta des preuves montrant que Bernie s'était rapproché à plusieurs reprises au fil des années, devenu plus âgé et financièrement aisé, et que le véritable mobile du crime avait été, depuis le début, le contrôle de la fortune de Marge, motivé par la peur que sa mauvaise gestion financière soit découverte. La défense maintint sa stratégie initiale, réaffirmant les antécédents d'abus subis par Bernie dans son enfance et présentant Marge comme une figure émotionnellement abusive qui aurait, selon eux, provoqué la réaction fatale. Pendant le procès, la petite fille de Marge eut l'occasion de s'adresser directement à Bernie, dans l'un des moments les plus marquants de toute la procédure, affirmant sans équivoque devant le tribunal que sa grand-mère avait été une femme gentille, proche de sa famille, et que l'image construite par le film et les médias ne correspondait pas à la réalité. Après des semaines de témoignages, le nouveau jury parvint à une décision. Bernie Tiede fut condamné à 99 ans, soit la perpétuité. La justice, même après près de 20 ans et malgré l'ingérence directe d'une production cinématographique hollywoodienne, finit par prévaloir de façon définitive. Aujourd'hui, Bernie Tiede demeure incarcéré dans un établissement pénitentiaire au Texas, purgeant sa peine. Selon les termes légaux de sa condamnation, il ne deviendra éligible à une éventuelle libération conditionnelle qu'après avoir purgé des décennies supplémentaires de détention. L'affaire de Marjorie Nugent et Bernie Tiede demeure, aujourd'hui encore,
L'un des exemples les plus étudiés de la façon dont les récits publics, la sympathie personnelle et les productions de divertissement peuvent déformer la perception collective d'un crime réel, et de la manière dont cela peut, à certains moments, presque altérer le cours de la justice elle-même. L'affaire Marjorie Nugent nous oblige à affronter une question inconfortable. Dans quelle mesure la sympathie personnelle envers quelqu'un devrait-elle influencer la façon dont nous percevons un crime avéré? Bernie Tiede était, sans aucun doute, une figure publique aimée, gentil, attentionné, généreux avec l'argent d'autrui. Mais Marjorie Nugent était une femme de 81 ans, seule, qui avait confié sa vie financière et personnelle à l'homme qui, finalement, allait lui ôter la vie. Elle fut abattue de 4 balles dans le dos, dans sa propre maison, et cachée dans un congélateur domestique pendant près de 9 mois, tandis que la ville qui aurait dû la rechercher profitait en réalité de l'argent restant de sa fortune. Et maintenant, je vous le demande, après avoir découvert toute cette histoire, la véritable leçon de cette affaire ne concerne-t-elle pas Bernie Tiede, mais plutôt la façon dont toute une communauté peut choisir de ne pas voir ce qui se trouve devant ses propres yeux, simplement parce qu'elle ne veut pas croire que quelqu'un d'aussi aimé puisse être capable d'un tel mal? Laissez votre réponse en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez aussi un like. Cela aide énormément la chaîne à continuer à proposer des enquêtes comme celle-ci, toujours dans le respect de la mémoire des victimes.